Imaginez un endroit où deux mondes se côtoient. D'un côté, des déserts infinis. De l'autre, des gratte-ciel qui touchent le ciel. Bienvenue en Arabie Saoudite. Ici, ce n'est pas seulement pétrole et loi stricte. Vous avez déjà entendu parler d'équipes de foot composées de joueurs incroyables qui ont perdu un membre, ou de concours de beauté. Pour chameaux, accrochez-vous. Voici 15 choses étranges que vous ne verrez qu'au royaume saoudien. Numéro 15. Pas de sorcellerie. En Arabie Saoudite, la magie, c'est non. Et quand on dit non, c'est zéro tolérance. Tour de magie, incantation, voyance, même lire des histoires de sorciers ou de sorcières. Tout ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la religion est prise très au sérieux. Et pour beaucoup, pratiquer la magie revient à mentir sur la foi. Mais ici, on ne se contente pas de dire « merci de ne pas jeter de sort ». Non, il existe une brigade spéciale pour ça. Le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, aussi appelé CPVPV. Ce groupe, c'est un peu les détectives de la magie. Version professeur. Leur mission? Expliquer pourquoi la sorcellerie est considérée comme néfaste, traquer ceux qui la pratiquent et confisquer tous les objets liés à la magie. Depuis 2009, ils mènent la chasse. Ils ont arrêté pas mal de monde. Certains étaient des travailleurs étrangers accusés d'utiliser la magie pour nuire. D'autres étaient saoudiens, avec des livres occultes, des vidéos, ou prétendant pouvoir voler ou guérir avec des pouvoirs spéciaux. Et Harry Potter dans tout ça? Eh bien, Harry et ses amis ne sont pas les bienvenus. Le CPVPV estime que ce genre d'histoire peut perturber l'esprit des jeunes. Résultat. Des milliers de livres, jouets et produits dérivés liés à la saga ont été saisis et détruits. Numéro 14. L'eau coûte trop cher. Croiriez-vous qu'en Arabie Saoudite, l'eau est plus chère que le pétrole? Oui, vraiment. Ce pays désertique où la chaleur peut être accablante fait face à un énorme défi. Le manque d'eau. Le problème, ce n'est pas seulement la quantité disponible, mais aussi son coût. Elle est tellement rare et précieuse qu'elle dépasse le prix de l'or noir. En 2019, la Banque mondiale a publié des chiffres étonnants. Un mètre cube d'eau s'est coûté 0,09 $, tandis qu'un litre de pétrole ne valait que 0,06. Faites le calcul. L'eau est environ 1,5 fois plus chère que le pétrole. Et ce n'est pas tout. Chaque habitant ne dispose que de 89,5 mètres cubes d'eau par an. Quand on sait que la moyenne mondiale est d'environ 6000, on comprend vite l'urgence. Alors d'où vient l'eau? Principalement de deux sources, la terre et la mer. L'eau souterraine est la plus utilisée, mais elle s'épuise à grande vitesse. L'autre moitié provient d'un procédé complexe, le dessalement de l'eau de mer. Problème, dessaler, c'est cher. Et ça demande énormément d'énergie. Énergie qui provient, vous l'avez deviné, du pétrole. Environ 15% de la production est utilisée rien que pour ça. Et comme la population augmente, les besoins aussi. Plus d'habitants, plus de villes, plus d'usines, plus de fermes. En 2020, on comptait 35 millions d'habitants. Et d'ici 2050, 45 millions. Le secteur agricole, à lui seul, consomme 80% de l'eau du pays. Pourtant, il ne rapporte que 2% à l'économie saoudienne. Alors, que fait-on? Le gouvernement met en place plusieurs mesures. Augmenter le prix de l'eau, réduire les subventions, encourager les économies. Un programme spécial appelé 4A vise à réduire la consommation d'eau de 43% d'ici 2030. Numéro 13. Pas de travail, que de la prière. En Arabie Saoudite, les journées suivent un rythme bien particulier. Non, on ne parle pas ici d'horaires de bureau ou de pointeuse, mais des 5 pauses quotidiennes pour la prière. C'est simple, tout le pays appuie sur pause. Des grands centres commerciaux jusqu'aux petits stands de rue, tout s'arrête. Et comment savent-ils quand prier? Tout est basé sur le soleil. Sa position dans le ciel détermine le moment précis de chaque prière. Pour calculer cela, ils utilisent une méthode spéciale. La méthode al-Qura, une sorte de calculateur solaire ultra précis. Imaginez, vous êtes en train d'acheter un cadeau, ou vous dégustez tranquillement un plat au restaurant. Soudain, c'est l'heure de la prière. Les rideaux se baissent, les cuisines s'arrêtent et tout le monde va prier. Cette pause dure environ 15 à 20 minutes, juste le temps nécessaire. Pour les visiteurs, ça peut surprendre. Mais pour les locaux, c'est un moment précieux. Une respiration dans la journée. Une pause pour se recentrer, se reconnecter à leur foi. Ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. Et surtout, c'est une façon de garantir que chacun puisse prier sans distraction. Numéro 12. Pas de contraception ou presque. L'Arabie Saoudite, c'est aussi un pays très attaché à ses traditions. Et l'un des sujets qui fait débat, c'est la contraception. Alors,
peut-on acheter des moyens de contraception sur place? Eh bien, c'est un peu compliqué. Oui, on trouve des pilules, des préservatifs ou même des dispositifs intra-utérins. Mais le vrai défi, c'est où et comment on peut les obtenir. Et surtout, la pilule du lendemain, complètement interdite. Autre point important. Si vous n'êtes pas marié, l'achat de ces produits peut devenir un vrai casse-tête. Car avoir des relations avant le mariage est totalement proscrit. Il arrive même que des vendeurs demandent « Vous êtes marié ?» avant d'accepter la vente. Et selon votre nationalité, l'accueil peut varier. Les expatriés sont parfois traités avec un peu plus de souplesse, mais rien n'est garanti. Bref, la contraception existe, mais ce n'est ni simple ni accessible pour tout le monde. Numéro 11. Le jeu, c'est péché. En Arabie Saoudite, les jeux d'argent, c'est un grand nom. Le pays les considère comme un péché majeur. Pas de casino, pas de loterie, pas de paris sportifs. Si vous vous faites attraper, attendez-vous à de lourdes amendes. Voire pire, prison ou sanctions sévères. Mais bien sûr, certains trouvent des moyens de contourner les règles. Comment? Grâce à des VPN, ces logiciels qui permettent d'accéder à des sites bloqués. Depuis chez eux, ils peuvent ainsi parier en ligne, sans être repérés. Il existe aussi un club à Riyad, spécialisé dans les courses de chevaux. Ils organisent des jeux qui ressemblent presque à des paris. Sauf qu'ici, on ne mise pas d'argent. Les participants remplissent un formulaire avec leurs pronostics. S'ils devinent le bon cheval, ils gagnent un prix. Techniquement, ce n'est donc pas considéré comme du jeu d'argent. Certains amateurs de jeux vont encore plus loin. Ils voyagent dans d'autres pays pour satisfaire leur passion. Liban, Égypte, Maroc. Là-bas, les casinos brillent de mille feux et accueillent les joueurs à bras ouverts. Mais attention, ces voyages ne sont pas sans risque. Ils coûtent cher, prennent du temps et surtout, ils ne passent pas toujours inaperçus. Au final, jouer en Arabie Saoudite, c'est un peu comme ramener des bonbons dans un cinéma où c'est interdit. Certains le font en douce, mais ils savent que c'est risqué. Le frisson est là, mais la sanction aussi. Numéro 10. Zéro câlin en public. Vous connaissez sûrement le terme PDA, non? C'est l'abréviation de Public Displays of Affection, autrement dit, les marques d'affection en public. Se tenir la main, se faire un câlin ou un petit bisou discret sur la joue. Dans plein de pays, c'est normal. Mais en Arabie Saoudite, c'est une autre histoire. Ce pays très pratiquant suit une version très stricte de la loi islamique, appelée la charia. Et dans cette loi, les gestes tendres en public, c'est carrément interdit. Et attention, ce n'est pas juste pas recommandé. Si vous êtes pris la main dans le sac ou dans la main de votre partenaire, vous risquez gros. Des amendes salées, voire pire. Alors, en septembre 2019, le gouvernement s'est dit « Et si on clarifiait tout ça ?» Il voulait attirer plus de touristes, tout en posant des règles claires. Résultat, le code de la décence publique est né. Une liste de 19 choses à ne pas faire dans les lieux publics. Et devinez quoi? Les PDA sont en haut de la liste. Et si vous enfreignez les règles? L'amende peut grimper jusqu'à 3000 riyals saoudiens, soit environ 800 $. Mais ce n'est pas que pour les bisous. Le code interdit aussi de jeter des déchets, de doubler dans les files d'attente, de prendre des photos de gens sans leur accord ou de mettre de la musique à fond pendant les heures de prière. Il faut aussi respecter un code vestimentaire strict. En gros, c'est un manuel de bonne conduite en public. Et qui surveille tout ça? Le ministère de l'Intérieur, l'Autorité générale du tourisme et du patrimoine national, mais aussi d'autres agences, voire des agents de sécurité privée. Peu importe où vous êtes, centre commercial, café, plage, parc ou même juste sur le trottoir, ces règles s'appliquent partout. Numéro 9. Pas de cinéma pendant très longtemps. Vous imaginez un monde sans ciné? Pas moyen d'aller voir le dernier Marvel ou un bon film popcorn. Eh bien, c'était la réalité en Arabie Saoudite pendant des décennies. Un petit saut dans le passé. Dans les années 1930, les gens allaient au cinéma comme partout ailleurs. Mais dans les années 80, tout a changé. Certains ont jugé que le cinéma apportait de mauvaises influences, trop d'éléments venus de l'Occident et encourageait des comportements jugés indésirables. Alors, ils ont tout fermé. Pendant 35 ans, aucun cinéma dans le pays. Rien. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont arrêté de regarder des films. Ils ont trouvé des moyens. En cachette chez eux, via des paraboles, ou en voyageant dans des pays voisins comme Bahreïn ou le Koweït. Juste pour une soirée ciné. Et puis, en 2017, changement radical. Le gouvernement a dit « on rouvre les cinémas ».
Pourquoi? Dans le cadre d'un grand projet. Vision 2030. L'idée: moderniser le pays, diversifier l'économie et créer plus d'activités culturelles. Le premier film projeté sur grand écran? Black Panther, un film de super-héros explosif. C'était en 2018. Depuis, plus de 500 écrans ont ouvert dans tout le pays. Et les spectateurs sont au rendez-vous. Pop-corn à la main, sourires aux lèvres. Le rêve saoudien: atteindre 2000 salles de cinéma d'ici 2030 et générer $1 milliard rien qu'avec les tickets. Mais l'objectif ne se limite pas à importer des blockbusters. L'Arabie Saoudite veut aussi raconter ses propres histoires. Le gouvernement soutient les jeunes réalisateurs, organise des festivals et invite même des équipes étrangères à venir tourner dans ces paysages spectaculaires. Bien sûr, ce retour du cinéma ne plaît pas à tout le monde. Certains trouvent certaines scènes trop posées. D'autres estiment que le cinéma n'a pas sa place. Et il faut dire que bâtir toute une industrie ciné à partir de zéro, c'est pas simple. Surtout à l'ère de Netflix et du streaming. Numéro 8. Mariage séparé. Vous êtes déjà allé à une fête où les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre? Eh bien, en Arabie Saoudite, c'est exactement comme ça que les mariages se passent. Ici, les célébrations ont une petite touche unique. Au lieu que la mariée et le marié fêtent ensemble avec tous les invités, les deux groupes sont séparés. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Alors comment ça fonctionne? Voici le topo. La mariée est dans un espace qui ressemble à un décor de conte de fées. Des fleurs partout, des bougies scintillantes, des rideaux somptueux. Elle porte une abaya, une longue cape élégante. Parfois, elle couvre aussi son visage avec un niqab ou ses cheveux avec un hijab. Et niveau style, elle peut changer de tenue plusieurs fois dans la soirée. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, le marié et ses amis s'amusent aussi. Lui, il est tiré à 4 épingles dans un tobe, un long vêtement blanc traditionnel. Par-dessus, il porte souvent une cape brodée et un foulard coloré sur la tête, qu'on appelle shemag. Et à table, c'est un festin. Agneau bien juteux, riz léger, dattes sucrées et café arabe bien corsé. Mais voici le moment cool. Même si les groupes sont séparés, le marié a le droit de rendre visite aux côtés des femmes. Mais uniquement lui, accompagné de son père. Ils font une entrée spectaculaire, avec musique traditionnelle, tambours et applaudissements. Puis vient le moment fort. L'échange des alliances et le fameux gâteau de mariage coupé à deux. Et si vous vous demandez pourquoi séparer les invités? C'est une question de tradition. En Arabie Saoudite, hommes et femmes qui ne sont pas mariés ou proches parents ne se mélangent pas. Ça évite les malentendus et c'est leur manière de garder les choses respectueuses. Mais le plus beau, c'est que les deux côtés s'amusent à fond. Les femmes dansent, discutent, rien sans pression. Les hommes racontent des anecdotes plaisantes et profitent aussi. Zéro jugement, zéro gêne. Juste la fête, chacun à sa façon. Numéro 7. Un marché géant de chameaux. Quand vous pensez à des chameaux, vous imaginez sûrement quelques bêtes dans le désert. Mais en Arabie Saoudite, les chameaux, c'est bien plus que ça. C'est un véritable business et un pan entier de la culture locale. Ici, les chameaux sont super précieux. On les élève non seulement pour les balades dans les dunes, mais aussi pour leur viande savoureuse, leur lait rafraîchissant, leur laine chaude ou encore leur cuir solide. Et posséder un chameau de luxe, c'est un peu comme avoir la toute dernière voiture de sport. Ça en jette. Direction Riyad, la capitale, où se trouve le plus grand marché de chameaux du monde. Un endroit immense, plus de 5 km². C'est un véritable supermarché à chameaux, où plus de 100 bêtes changent de propriétaire chaque jour. Le marché ouvre très tôt, dès 6 heures du matin jusqu'à midi. Et là, c'est l'effervescence. Les gens crient, rigolent, négocient pour obtenir les meilleurs prix. Les chameaux, eux, ne sont pas tous entassés n'importe comment. Non, ils sont triés par âge, sexe, couleur, lignée et même par niveau de prestige. Certains spécimens sont tellement rares qu'ils peuvent coûter jusqu'à 2667 $. Mais ce marché, ce n'est pas juste pour acheter et vendre. C'est aussi un événement festif. Les marchands bédouins défilent fièrement avec leurs chameaux, les font trotter, les décorent. Certains leur chantent même des chansons. Numéro 6. La police de la morale. Plongeons dans une réalité unique d'Arabie Saoudite. Un groupe bien particulier qu'on appelle les Moutawin. Leur mission? S'assurer que tout le monde respecte les règles de l'islam. Ce groupe existe depuis 1940, mais c'est dans les années 80 qu'il est devenu vraiment influent. Pourquoi? Parce qu'après la révolution iranienne, beaucoup de Saoudiens ont voulu se rapprocher de leurs racines religieuses.
Et donc, les mutawin, c'est quoi leur rôle exactement? Ils reposent sur un concept appelé isba, ça veut dire, en gros, encourager le bien, et empêcher le mal selon les principes religieux. Ils surveillent des choses comme les tenues vestimentaires, si des hommes et des femmes non mariés passent du temps ensemble, ou si les gens se rendent bien à la prière. Et si quelqu'un ne respecte pas les règles, les mutawin peuvent l'arrêter et le remettre aux autorités judiciaires. Ce groupe est loin d'être petit. Entre 3500 et 4000 agents officiels, auxquels s'ajoutent des milliers de bénévoles et environ 10 000 personnes en soutien logistique. Leur chef, il a un rang élevé et parle directement avec le roi, on ne plaisante pas. Mais bien sûr, cette force ne fait pas l'unanimité. Certains les soutiennent, disant qu'ils défendent les valeurs islamiques. D'autres, au contraire, trouvent leur méthode trop dure, voire oppressive. Résultat, au fil des ans, le roi et le prince héritier ont imposé des limites. Par exemple, les agents ne peuvent plus courir après quelqu'un ou l'interroger sans autorisation. Plus de pouvoir absolu. Derrière tout cela, on retrouve le wahhabisme, une branche très stricte de l'islam née en Arabie Saoudite au XVIIIe siècle. Pour ses partisans, il faut suivre les textes à la lettre. Et les autres versions de l'islam sont considérées comme erronées. Et attention, l'Arabie Saoudite n'est pas seule à avoir ce genre de police religieuse. En Iran, on parle des Basij. En Nigeria, on dit Isba. En Indonésie ou au Soudan, il existe aussi des variantes. Les noms changent, mais l'objectif reste le même. Guider la société selon leur vision du bon chemin. Numéro 5. Jindi. Aucun fleuve, nulle part. Préparez-vous pour une info qui va vous retourner le cerveau. L'Arabie Saoudite est immense, mais il n'y a pas un seul fleuve dans tout le pays. Oui, vous avez bien entendu. 0 rivière. Alors forcément, une question se pose. D'où vient l'eau? D'abord, quand il pleut, ce qui est plutôt rare, l'eau est stockée derrière de grands barrages. Il y en a 522 répartis à travers le pays. Un peu comme des banques géantes pour l'eau. Mais la vraie star de l'eau saoudienne, c'est ce qu'il y a sous terre. La majorité de l'eau provient d'aquifères souterrains, parfois si anciens qu'on les appelle fossiles. Et le problème? Une partie de ces réserves ne se reconstitue jamais. Une fois vidées, c'est fini. Et elles s'épuisent à grande vitesse, surtout à cause de l'agriculture. Et il ne faut pas oublier l'océan. L'Arabie Saoudite est championne mondiale du dessalement de l'eau de mer. Transformer l'eau salée en eau potable. Impressionnant, non? Oui, sauf que ça consomme une quantité d'énergie énorme. Et cette énergie vient bien sûr du pétrole. Ce n'est pas top pour la planète. Enfin, il y a une dernière méthode. Le recyclage. Les eaux déjà utilisées et nettoyées, retraitées et réutilisées pour arroser les plantes, refroidir des machines, etc. En 2019, le pays a recyclé l'équivalent de 2,6 milliards de bouteilles d'1 litre. Et la plupart a pu être réutilisée. Numéro 4. Les femmes interdites de conduire. L'Arabie Saoudite est un pays profondément attaché à ses traditions. Depuis 1932, c'est la famille Al Saoud qui est au pouvoir. Et beaucoup de choses, en particulier pour les femmes, sont régies par une forme très stricte de l'islam, le wahhabisme. Et là, une info qui va peut-être vous surprendre. Pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Ni voiture, ni scooter, rien du tout. Ce n'était pas à cause d'une loi écrite. Non, c'était une interdiction religieuse. Les autorités religieuses affirmaient que ça posait problème pour la société. Et si une femme osait prendre le volant malgré tout, elle risquait une amende, l'arrestation, voire la prison. Mais toutes les femmes n'étaient pas prêtes à accepter ça. Beaucoup ont dit stop. Elles ont signé des pétitions, organisé des protestations pacifiques, posté des vidéos et utilisé les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Leur message? On mérite les mêmes droits que les hommes. Mais ce combat n'a pas été simple. Les autorités ont réagi durement. Certaines militantes ont été arrêtées et des rumeurs mensongères ont été lancées contre elles. Et puis, en 2017, coup de tonnerre. Le roi annonce que les femmes pourront conduire à partir de juin de l'année suivante. Une décision historique très applaudie, notamment parce que le jeune prince Mohammed Ben Salman voulait moderniser le pays. Mais attention, juste avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle, plusieurs militantes les plus actives ont été arrêtées. Le motif officiel? Elles représenteraient une menace pour le pays. Et pourtant, en juin 2018, c'est une véritable fête sur les routes. Les femmes qui avaient déjà un permis étranger obtiennent leur permis saoudien et prennent enfin le volant. On voit des sourires partout. Certains hommes offrent même des fleurs aux conductrices pour les féliciter. Mais tout le monde n'était pas ravi.
Certains ont critiqué la décision, estimant que les femmes devraient rester à la maison. Pourtant, pour beaucoup, ce moment symbolisait une ouverture, un pas vers plus de liberté. Numéro 3. L'équipe de foot des amputés. L'Arabie Saoudite a une équipe de football pas comme les autres. Chaque joueur a perdu un membre, une jambe, un bras, peu importe. Mais tous partagent la même passion. Jouer au foot, quoi qu'il arrive. Tout a commencé en 1996. Quelques hommes amputés à cause de maladies ou d'accidents ont décidé qu'ils ne laisseraient rien les empêcher de vivre leur passion. Alors ils ont créé leur propre équipe. Et ce n'était pas juste pour taper dans le ballon entre potes. Non. Ils se sont entraînés dur, sont devenus très bons et ont commencé à participer à de grands tournois internationaux. Coupe du monde des amputés, Coupe d'Asie, GF Cup. Et ils n'ont pas seulement participé, ils ont brillé. En 2007, ils décrochent l'argent en Ouzbékistan. En 2018, le bronze au Mexique. Et en 2019, le Graal, la médaille d'or à Bahreïn. Ils ont même joué des matchs amicaux contre des équipes venues d'Allemagne, du Brésil et de Turquie. Mais pour eux, ce n'est pas juste une question de victoire ou de médaille. Leur but, c'est aussi d'envoyer un message fort. Même avec un handicap, on peut accomplir des choses incroyables. Beaucoup de jeunes amputés les regardent avec admiration. Ils se disent « Moi aussi, un jour, je peux y arriver ». Cette équipe est devenue une source d'inspiration. Elle sensibilise aussi le grand public à la réalité des personnes en situation de handicap, à leurs défis, et à ce que chacun peut faire pour mieux les inclure. Et bonne nouvelle, ils ne sont pas seuls. Ils reçoivent le soutien de la Fédération saoudienne de football, du ministère des Sports et même d'organisations internationales comme la Croix-Rouge. Numéro 2. La saudisation de l'emploi. Vous savez, tous les pays veulent que leurs propres citoyens aient plus de boulot, non? Eh bien, en Arabie Saoudite, ils ont carrément inventé un mot pour ça. La saudisation. Le but? Créer plus d'emplois pour les Saoudiens et réduire la dépendance aux travailleurs étrangers. Et là, ça devient intéressant. Les travailleurs venus de l'étranger doivent payer des frais pour pouvoir rester et bosser sur place. Et certains métiers, réservés exclusivement aux Saoudiens, comme un pass VIP de l'emploi. Tout ça a démarré en 2011, quand le ministère du Travail et du Développement social a lancé un programme appelé Nitakat, ce qui veut dire niveau en arabe. Imaginez un jeu avec différents niveaux, et chaque entreprise se voit attribuer une couleur. Le top du top, c'est platine. Le pire, rouge. Si une entreprise emploie beaucoup de Saoudiens, elle monte en niveau. Et là, elle obtient des avantages. Procédures accélérées, droits spéciaux, bonus. Mais si elle reste dans le rouge, donc trop peu de Saoudiens, elle peut avoir des problèmes, voire des sanctions. Pourquoi ce système? Parce qu'en 2020, presque 13% des Saoudiens étaient au chômage. Et surtout, le pays veut diversifier son économie. Ne plus dépendre uniquement du pétrole. Un peu comme mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Tout ça s'inscrit dans un plan ambitieux. Vision 2030. L'idée? Transformer l'Arabie Saoudite en un pays moderne, dynamique, qui attire l'attention du monde entier. Numéro 1. Pas d'amour dans l'air. Pendant que partout dans le monde, les gens s'offrent des chocolats et des bouquets de roses pour la Saint-Valentin, il y a un pays où cette fête n'existe pas du tout. Et vous l'avez deviné, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, pourquoi? Beaucoup de Saoudiens estiment que cette fête a des origines chrétiennes. Elle serait liée à un saint qui aurait marié des couples en cachette, ce qui, là-bas, ne passe pas. Mais ce n'est pas tout. Certains pensent que célébrer cette journée pourrait encourager des relations amoureuses hors mariage, ce qui est strictement interdit dans le pays. Et là, ça devient un vrai scénario de film. Chaque 14 février, la police religieuse est sur le pied de guerre. Non, elle ne traque pas les criminels. Mais les roses rouges, les cœurs en chocolat et les cadeaux trop mignons. Se faire prendre en train d'en acheter ou d'en vendre. Ça peut vouloir dire amende, prison, voire des châtiments physiques. Mais vous vous en doutez. Les gens trouvent des astuces. Certains commerçants emballent les cadeaux de Saint-Valentin dans des couleurs neutres. D'autres utilisent des mots de code. Il existe même des marchés secrets où les prix explosent tellement ces produits sont rares et risqués à vendre. Et ceux qui veulent éviter tous ces risques, ils commandent discrètement en ligne ou font un saut dans un pays voisin pour acheter un petit quelque chose. Petit détail amusant. Si vous êtes expatrié et que vous vivez en Arabie Saoudite, vous pouvez célébrer la Saint-Valentin, mais uniquement chez vous. La règle d'or. Discrétion totale. Pas de photos postées, pas de déco visible. Et surtout, ne faites pas de bruit.